Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir dans cet atelier. Moi, je suis Xavier Tréton, je suis gastroentérologue, je travaille à l'Institut des Mickey. Je suis ravi d'accueillir Julien Nizar parce qu'on fait un atelier sur la douleur dans les Mickey. Et en fait, dans cet atelier, je pense que je vais apprendre autant que vous de Julien, qu'on va essorer de questions et que, en vrai, comme on se connaît que depuis 10 minutes, j'ai autant d'attentes que vous sur des cas qu'on a construits pour discuter de différents types de douleurs et de comment on peut les prendre en charge. Alors, il y a des douleurs qui vont être très basiques, hein, qui sont celles que vous connaissez en tant que gastro-entérologue et qui vont pas trop vous poser de problème, mais on ne pouvait pas ne pas les balayer. Et puis après, on va aborder des problématiques un peu plus compliquées où là, vraiment, on va avoir besoin de l'aide de Julien. Et donc, moi, je suis ravi que tu sois là parce que je pense que je vais apprendre autant que vous, en vrai. Merci Xavier. Donc bonjour à tous. Julien Lisa, moi je suis rhumatologue de formation. Je dirige un service qui a d'abord été un service de la douleur et puis depuis une dizaine d'années, un service douleur, soins palliatifs, soins de support. Je suis professeur de thérapeutique. Je m'intéresse beaucoup aux thérapeutiques non médicamenteuses de la douleur, mais dans le cadre aussi des soins de support. Donc on en dira un petit mot tout à l'heure parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. À titre personnel, je suis absolument convaincu que ce type de manifestation, entre guillemets, où je vais dire on confronte, c'est pas qu'on confronte, qu'on coopère entre spécialités, c'est quand même absolument nécessaire pour des patients comme les Mickey. Je disais à Xavier, j'étais content de le connaître aussi. Ça fait un peu plus que 10 minutes qu'on se connaît. On a eu l'occasion de discuter déjà un petit peu, mais on est complètement raccord hein, sur le fait que ce décloisonnement est très utile aux patients. Et vous voyez, un centre de la douleur, ça s'appelle centre de la douleur. Aujourd'hui, ça prend en charge essentiellement des douleurs de l'appareil locomoteur. Hein, c'est 70% de notre recrutement. Je pense qu'on ne devrait pas s'appeler éternellement centre de la douleur, qu'on fait aussi de l'accompagnement et que l'accompagnement, c'est tous les patients qui sont en état de souffrance physique, psychologique, sociale, professionnelle. Et on le verra tout à l'heure, cet accompagnement, il a vocation à être centré sur la qualité de vie et pas simplement sur la douleur. Donc avec Xavier, on est absolument convaincu qu'il ne faut pas qu'on vous délivre un message descendant. Il a eu le mérite de faire 4 cas cliniques et qui recouvrent des réalités quotidiennes différentes. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans l'interaction et que vous puissiez poser des questions qui vous préoccupent au quotidien. Et moi, je ferai ce que je sais faire, hein, c'est-à-dire essayer de vous éclairer avec la vision du médecin de la douleur, mais plus largement ce qu'une équipe de la douleur peut faire pour vous aider avec les patients. Voilà. Merci. En titre de préambule, bon, ça, c'est nos liens d'intérêt. Ce qu'on voulait aborder, c'était un peu le panel des douleurs, des différents types de douleurs. Donc, c'est un point fréquent, on va le voir. On va majoritairement parler de douleurs digestives, mais on pourra aborder en question les douleurs extra-digestives et notamment articulaires. À Julien, on demandera vraiment les différents types de douleurs, leur analyse sémiologique, comment on peut s'en sortir. Et là, il va nous éclairer. Donc, juste pour planter le décor, la douleur dans les Mickey, c'est un symptôme fréquent dans les enquêtes, dans les registres, etc. C'est 70% des patients Mickey qui expriment une douleur, quel que soit le stade d'activité de la Mickey. On a l'usage de penser, c'est marqué dans les revues, qu'il y a plus de patients douloureux qui ont une maladie de Crohn que de rectocolite hémorragique. C'est honnêtement pas mon sentiment clinique évident. Et quand vous voyez cette différence, elle est également appuyée par les définitions qui sont utilisées dans les scores d'activité clinique qui ont évolué du Mayo pour la RCH, des scores d'activité dans la maladie de Crohn vers de plus en plus les PRO2. Et vous voyez que dans la rectocolite hémorragique, les PRO2 qui sont les symptômes, c'est le saignement et la fréquence des selles, alors que dans la maladie de Crohn, c'est la douleur abdominale, côté 0, aucune, légère 1, 2, moyenne, 3, intense, et le nombre de selles. Donc il y a vraiment une dichotomie. Peut-être qu'il faut que ça évolue, mais dans la définition même clinique des maladies et de leur activité, on a cette différence qui est probablement pas tout à fait juste. Vous savez qu'il y a une perception différente de certains symptômes entre les soignants, l'équipe soignante, c'est-à-dire
infirmiers, infirmières, infirmières de coordination, médecins et patients. Et ça, c'est une ancienne enquête que vous connaissez tous, qui est que quand on pose des questions aux patients sur juger l'état d'activité de leur maladie entre sévère, modérée et légère, eh bien pour les mêmes patients et leur équipe soignante, vous voyez que quand les malades sont sévères, il y a une perception identique. Et puis, quand la maladie est modérée, vous avez 53% des patients qui estiment avoir une maladie modérée, alors que pour les mêmes patients, leur équipe soignante, c'est 34%. Et quand on s'intéresse plus particulièrement aux symptômes douloureux, ici en bleu, ben, vous voyez que les patients, 25% de cette cohorte s'estimaient avoir des douleurs, alors que leurs soignants, docteurs au milieu, infirmières en dessous, ne pensaient que leur malade était douloureux que pour 11% et 6%. Ce qui est un peu curieux ici dans cette enquête, c'est que vous voyez que le docteur est pas très empathique, mais encore un peu plus empathique que l'infirmière, ce qui est un peu étonnant. J'aurais pensé l'inverse. Euh, Vous savez qu'on a maintenant, de plus en plus, on va avec les modifications des traitements, l'arsenal thérapeutique qui s'étoffe, les traitements de plus en plus efficaces. On va vers des objectifs de contrôle de la maladie, de cicatrisation, mais de plus en plus vers un espoir de retourner à une vie normale. Et donc, on mesure de plus en plus le fardeau de la maladie, le handicap fonctionnel, avec des mesures qui sont libres des disques qui se développe de plus en plus. Dans l'IBD10, il y a 10 items qui concernent la qualité de vie et le retentissement fonctionnel des maladies. Parmi ces 10 items, il y en a quand même deux qui sont les douleurs articulaires et les douleurs et l'inconfort abdominal, ce qui montre bien le positionnement de cette problématique douloureuse chez nos patients Mickey. Et enfin, dans les études qui regardent ce que vaut l'IBD10 chez des patients actifs, mais également en rémission, vous voyez que les douleurs abdominales, les douleurs articulaires restent une problématique chez des malades en rémission. Et quand on pose des questions aux patients de quelle est leur crainte d'évolution de la maladie et de retentissement de la maladie, qu'elle soit active ou en rémission, et qui classent les symptômes, vous voyez que le symptôme douloureux arrive très haut. Ils ont peur d'avoir mal, même en rémission, beaucoup plus haut que l'image corporelle, les troubles de la sexualité, perdre son emploi, perdre en finance, comment on dit, en pouvoir d'achat. Voilà, donc c'est vraiment une crainte qui retrace probablement le vécu douloureux de la période active de la maladie. Donc il y a différents types de douleurs. On a fait quelques cas cliniques pour les balayer. Les premiers cas cliniques, c'est des choses que maîtrise le gastro-entérologue, et je vois qu'il y a plein d'experts dans la salle, donc on va passer vite, ce n'est pas vraiment le sujet d'intérêt et de la discussion. Le premier cas, c'est un patient, c'est Benoît, il a 26 ans, il fume activement, il a une maladie de Crohn iléale diagnostiquée récemment, il a 3-4 selles liquides par jour, des douleurs abdominales qui sont notées comme modérées, un petit syndrome inflammatoire, une iléite ulcérée en endoscopie, en IRM, il a une atteinte inflammatoire avec un épaississement et une prise du gadolinium sur 25 cm avec une petite dilatation en amont. Il est traité par adalimumab. Il a un score de Créole qui suggère qu'il peut répondre à l'adalimumab. Et en fait, il n'a pas une réponse clinique très importante et il a une majoration assez récente depuis quelques jours de ses douleurs en fosse iliaque droite. Il a un transit inchangé. Il a mal au ventre, sans défense, mais avec une sensibilité en fosse iliaque droite. Donc, sur un patient comme ça, je vais passer vite, mais est-ce qu'on lui met du budesonide? Est-ce qu'on optimise d'emblée son traitement? Est-ce qu'on lui fait des examens d'imagerie? Est-ce qu'on se dit qu'on est à 3 mois et donc on lui donne un peu d'antalgique le temps d'avoir un peu plus de recul vis-à-vis de son traitement? Donc ça, je passe parce que vous le savez et ce n'est pas des problématiques compliquées. On lui fait une imagerie, il a une iléite qui s'est compliquée d'un petit abcès qui explique la douleur. Et donc tout ça pour dire que finalement, la douleur aiguë chez un patient qui a une Mickey doit conduire à éliminer une complication. Alors une complication de la Mickey elle-même, et donc on doit faire des examens quand il y a une douleur aiguë. Alors ça peut être une sténose, ça peut être un abcès, ça peut être une fistule, complication de la Mickey, ça peut être aussi des complications aiguës, et donc cette douleur qui traduit cette complication aiguë ou cette poussée de la maladie, la douleur va se traiter en traitant la cause.
Donc ça, je pense que Julien, tu n'es pas impliqué à ce niveau-là, et c'est du ressort du gastro-entérologue de faire le bon diagnostic de l'étiologie et le traitement de la cause de cette douleur va traiter la douleur assez rapidement. Et pour des douleurs aiguës qui nécessitent une prise en charge chirurgicale, un geste technique qui fait très mal, là, l'usage des morphiniques ou des paliers 3 ne pose en général pas de problème, étant donné qu'on va résoudre la cause de la douleur et qu'on ne va pas entraîner, il ne va pas s'en suivre une problématique de douleur chronique avec la possibilité qu'on a de rendre le patient dépendant puisqu'on ne traite pas la cause. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais tu n'as pas de restriction particulière. Bien évidemment, donc la MICI peut se compliquer, mais il y a aussi des maladies digestives ou des atteintes digestives associées fréquemment au MICI qu'il faut savoir dépister quand il y a une douleur abdominale récente, plus ou moins aiguë, mais anormale. Souvent, les malades sont capables de dire ça ressemble à une poussée de MICI ou c'est autre chose qui inquiète. Il y a évidemment les problèmes de pancréatite aiguë qui peuvent être auto-immunes, les pancréatites qui peuvent être médicamenteuses, avec l'éthiopurine par exemple, les atteintes de type lithiase rénale avec l'hyperoxalurique, on a souvent dans les atteintes de maladies de Crohn iléale, les complications de certains médicaments avec les myalgies qu'on peut avoir sous thiopurine par exemple. Donc ça, c'est des contextes assez faciles et qui ne posent pas de problème diagnostique. Encore faut-il y penser. Et puis un malade qui a une MICI peut aussi avoir tout le panel des pathologies digestives aiguës, que ce soit une appendicite épiploïque, une ischémie mésentérique, éventuellement une diverticulite. Donc ça, il faut y penser et ne pas considérer qu'un patient MICI n'a qu'une MICI. Mais ça, c'est toute l'enquête étiologique. Et vous, gastro-entérologue, ça vous pose en général pas de problème. Alors, on va glisser. Mais on ne pouvait pas ne pas parler de douleur aiguë et de dire qu'il fallait faire l'enquête diagnostique, pousser et penser à tout ce qui peut faire mal en lien avec la MICI ou son traitement ou autre chose. Donc là, on attaque un cas où Julien il va peut-être nous aider un tout petit peu plus. C'est Mélodie qui a 36 ans, qui a une rectocolite hémorragique distale, Maillot 2. Elle est diagnostiquée en 2017. Elle a une réponse partielle aux dérivés salicylés qui sont donnés à bonne dose. Elle fluctue avec ses dérivés salicylés 2017-2020. En 2020, elle a toujours en endoscopie un aspect de rectocolite hémorragique modérée, distale, Maillot 2. On lui a introduit une biothérapie, le vedolizumab. Elle répond. Et puis, elle est réévaluée avec l'absence de symptômes, un transit qui s'est normalisé, pas de rectorragie, une calprotectine en dessous de 50, et une endoscopie qui montre une cicatrisation. Cependant, elle continue de se plaindre de douleurs abdominales quotidiennes, mal systématisées, elle a un abdomen sensible, un météorisme, et puis quand des fois elle a un peu plus mal au ventre, elle estime que c'est des poussées, et donc il lui arrive de prendre quelques jours de corticoïdes, un peu par habitude. Et donc, c'était pour aborder ce que vous avez probablement un peu plus souvent et ce qui est un petit peu plus difficile à prendre en charge, c'est tous les symptômes fonctionnels que peuvent présenter ou dont les patients atteints de MICI peuvent souffrir, puisque ces symptômes fonctionnels et ces troubles fonctionnels intestinaux sont probablement plus prévalents dans une population avec MICI, y compris contrôlée et en rémission clinique et endoscopique, puisque dans certaines enquêtes, c'est jusqu'à 60% des patients avec maladie de Crohn, 40% des patients avec rectocolite hémorragique qui souffrent de symptômes fonctionnels. Donc c'est extrêmement, extrêmement fréquent. On sait chez ces patients-là qu'il y a aussi, pour 30% d'entre eux, des syndromes anxieux, voire dépressifs, et des taux de score de dépression relativement élevés, et que la symptomatologie est extrêmement riche, extrêmement floride. Ça peut être de la dyspepsie, ça peut être de l'inconfort, ça peut être des ballonnements, ça peut être des troubles du transit, alternance diarrhée-constipation, des brûlures, un manque d'appétit, et tout le spectre des symptômes anxio-dépressifs très souvent associés, mais pas forcément systématiquement. Et donc, à ce stade, ça reste encore du domaine du gastro-entérologue, puisque le trouble fonctionnel intestinal, c'est quelque chose que vous voyez, que vous prenez en charge, que vous connaissez parfaitement, mais avec
parfois une prise en charge compliquée et une mise en difficulté pour soulager parfaitement le patient. Je pense que la première chose, c'est de former et d'informer les patients sur les possibilités qu'ils puissent souffrir lorsqu'ils ont eu une Mickey active, également d'un trouble fonctionnel intestinal qui peut être séquelaire, un peu à la manière d'un trouble fonctionnel post-infectieux, de dire que ce n'est pas forcément que dans la tête, puisque leur ressenti douloureux de l'ensemble de ces troubles-là, on peut y trouver un substratum physiologique avec des anomalies réelles, organiques, comme un petit peu d'inflammation autour des terminaisons nerveuses lorsqu'on fait des biopsies et qu'on les regarde, avec une dysbiose qui peut expliquer ou permettre d'expliquer des problèmes de fermentation et de digestion, avec une hypersensibilité viscérale périphérique. Quand on fait des études au Barostat, qu'on ne fait plus, mais on le voyait très très bien, avec des troubles moteurs, avec le fait que on a identifié des polymorphismes chez des patients qui avaient des Mickey et un trouble fonctionnel intestinal douloureux avec des gènes de susceptibilité qui augmentent le risque d'avoir ces symptômes. Et donc, il y a une réalité biologique, il y a une réalité physiologique, que ça n'est pas que dans leur tête, et donc de les former à faire le distinguo entre c'est possible de continuer à avoir mal, c'est possible de continuer à avoir des symptômes, alors même que votre Mickey n'est pas active, pour déconstruire un petit peu le j'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée, c'est forcément ma Mickey. Ce qui permet d'aborder d'autres prises en charge. Et notamment, il y a le périphérique, mais il y a aussi le central, dont Julien va pouvoir nous éclairer peut-être un peu plus dans la suite. Il faut évidemment rappeler que ces malades-là sont assez désespérés, qu'ils aient un trouble fonctionnel intestinal pur ou associé à une Mickey, et dont c'est devenu le quotidien douloureux et désagréable. Et il faut leur rappeler qu'il est parfaitement inutile de faire les tests immunologiques d'intolérance alimentaire, les tests de profil microbien de la flore intestinale. La SNFGE, Harry, ici présent, a fait beaucoup de communication. On a tous affiché ça dans nos salles d'attente pour que les patients ne perdent pas de sous et ne se dispersent pas dans des recherches coûteuses, inutiles, et avec des tests dont on n'a absolument aucune utilité ni rien à faire. Mais ça montre bien le désespoir des gens de chercher à faire des choses par eux-mêmes pour essayer d'avancer, alors que probablement que c'est des prises en charge multidisciplinaires avec l'aide de médecins de la douleur comme Julien ici qui pourraient nous aider. Donc ces troubles fonctionnels associés au Mickey, vous avez l'habitude de les gérer, vous avez l'habitude d'utiliser les traitements pharmacologiques de régularisation du transit avec les mucilages par exemple. Il faut savoir, il faut se rappeler que souvent le patient avec rectocolite hémorragique qui a mal au ventre, qui ballonne et qui est en rémission, il est très souvent constipé. La constipation, qui peut se traduire par une fausse diarrhée de constipation, dans la rectocolite hémorragique, c'est extrêmement fréquent. Encore plus si la maladie a été une rectite. Et donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les mucilages. Et je vous rappelle que les mucilages qui marchent très très bien, Ispagule, Psyllium, etc., sur la notice et sur la boîte, il y a marqué qu'on ne peut pas les utiliser quand on a une maladie inflammatoire chronique intestinale. C'est évidemment une bêtise. De la même manière qu'il y a marqué sur la boîte de l'Immurel qu'on ne peut pas l'utiliser pendant la grossesse. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément utiliser beaucoup d'Immurel dans les Mickey à l'heure actuelle, mais en tout cas, ça fait peur, c'est marqué sur la boîte, c'est complètement idiot, et on n'a toujours pas enlevé la mention sur les mucilages, et ça fait peur aux malades. Donc, vous lui prescrivez le mucilage, il dit « Mais non, mais docteur, c'est marqué que je ne peux pas, j'ai une Mickey, c'est très grave ». Et en fait, il faut tout déconstruire, c'est assez compliqué, mais ça leur rend souvent beaucoup service. Il y a évidemment les approches diététiques, ça on va en dire un petit mot. Et puis il y a toutes les approches de thérapie comportementale, etc., dont les patients peuvent bénéficier. Et ça on connaît moins, et ça c'est plus toi Julien qui peut nous aider, mais je ne suis pas sûr que tu sois beaucoup sollicité pour des patients qui ont des troubles fonctionnels par des gastro-entérologues. Alors que probablement, t'en vois toi ou pas? Oui, oui, mais souvent dans le cadre de comorbidité avec des syndromes fibromyalgiques. Ouais, ça on va y revenir plus en détail parce que c'est un peu ça l'intérêt de l'atelier. Un mot sur les régimes.
Euh, Celui qui a été le plus étudié pour l'inconfort digestif du trouble fonctionnel intestinal, c'est le régime pauvre en FODMAP, qui sont les petits sucres et éléments qui majorent la fermentation. La fermentation par la flore intestinale, c'est de créer du gaz et de l'alcool, et donc de la distension abdominale et un produit qui irrite et qui fait mal. Euh, Ça a été montré dans plusieurs études contrôlées, randomisées, que le régime FODMAP améliore jusqu'à 30-40% des patients avec un syndrome douloureux abdominal et améthyroïde. Donc c'est un régime qui est faisable, qui est un peu compliqué. Le mieux, il y a plein d'applications sur Internet, mais on a maintenant dans les centres des diététiciens et des diététiciennes formés qui font du low FODMAP, et on n'est pas obligé de faire un régime extrêmement restrictif, il faut le personnaliser pour que ça marche bien. Tous les autres régimes, le sans lactose peut aider certains patients qui ont vraiment une intolérance au lactose. Le pauvre en gluten peut aussi aider un petit peu, mais il faut se méfier de ne pas basculer dans des régimes trop restrictifs. On sait maintenant qu'il y a des troubles du comportement alimentaire de l'adulte avec maladie chronique qui sont les ARFID, qui, quand on interroge les patients, on s'aperçoit qu'il y a quand même 10 à 15% des patients qui ont des restrictions alimentaires qu'eux-mêmes s'imposent pour aller mieux et qui sont probablement excessifs et qu'on va basculer dans un trouble dangereux. Et ce qu'il faut savoir, notamment, c'est qu'il y a pas mal d'études qui ont montré que quand il y avait un régime comme ça trop restrictif, ça majorait les scores d'anxiété et de dépression. Et donc, il faut vraiment faire attention à ne pas basculer dans des troubles du comportement alimentaire, alors qu'il y a des prises en charge autres qui pourraient, en accompagnant le patient, soulager un certain nombre de symptômes. Et c'est là tout ce que va nous raconter Julien dans pas trop longtemps. Et là, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais là, c'est votre pratique. Donc là, on ne vous apporte pas grand-chose. L'intérêt, il vient maintenant. Donc, c'était une longue introduction, je suis désolé. Euh, donc là, c'est le cas de Yves. Il a 54 ans. Il est chef de chantier en BTP. Il a une maladie de Crohn colique et anopérinéale ancienne depuis 2004. Il a eu une évolution chronique active. Il a eu de l'azatioprine pendant une dizaine d'années, mais ça ne l'empêchait pas d'avoir quelques cures de corticoïdes, de se faire drainer de temps en temps un peu des abcès de la marge. Mais comme il avait un boulot très très prenant, il a dit, bon, j'ai mon Immurel, je prends un peu de corticoïdes de temps en temps, je me fais drainer un abcès tous les 2-3 ans, ça va, je m'arrête pas, je travaille. Et puis en 2017, il fait une poussée plus sévère, il est hospitalisé 7 jours, c'est la première fois qu'il s'était arrêté. Il a de l'infliximab et du méthotrexate. Et puis, comme il a mal, il a fait sa poussée, il a eu un abcès, on l'a mis sous tramadol. Il a trouvé que ça marchait pas mal. Il a eu son infliximab, il a eu une réponse partielle. Lui, ça lui convenait, on l'a quand même optimisé. Puis, on a obtenu une cicatrisation luminale et anopérinéale en 2021, mais il a gardé quand même des douleurs abdominales modérées. Il prenait un peu de tramadol de temps en temps. Puis on l'a désescaladé, on lui a passé son infliximab par voie sous-cutanée en monothérapie en mai 2022. La calprotectine était normale en juillet. Puis en fait, sa boîte a coulé, il a été licencié en septembre 2022. Et puis en novembre 2023, il a toujours une calpro normale, une CLAP normale, mais il a vraiment mal au ventre. Il a des arthralgies qui sont invalidantes, il dort presque plus. Il prend du tramadol qui marche de moins en moins. Il se fâche avec sa famille et il s'isole un petit peu. Voilà. Et donc on récupère un malade comme ça. Et là, on est embêté parce que sa maladie, elle va bien. Son traitement, il le prend. Mais il dit, moi, ma vie, c'est un enfer. J'ai mal aux articulations, j'ai mal au ventre, je dors plus. Faites quelque chose. Voilà. Et là, on a besoin de Julien. Vous en avez des malades comme ça, j'imagine. Alors, je voudrais vraiment féliciter chaleureusement Xavier parce que je trouve qu'il a vraiment très bien planté le décor et que du coup, je ne vais avoir que à rebondir sur des éléments qu'il a déjà dit. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire un cours sur les différents types de douleurs, hein, c'est de vous rappeler que quand vous voyez un patient qui a des douleurs, et surtout quand elles se chronicisent, il peut y avoir différents types de douleurs associées. Bon, vous connaissez tous très bien la douleur nociceptive qu'on expérimente tous au quotidien. C'est pas celle-là qui pose grande difficulté parce que vous la traitez avec des antalgiques, des anti-inflammatoires, des corticoïdes, tout ce que vous voulez. Ça marche très bien. Les douleurs neuropathiques, c'est particulier parce que c'est considéré comme étant les pires des douleurs. Ça reste les plus mal diagnostiquées et les plus mal traitées.
Les douleurs neuropathiques, vous savez, c'est quand les patients commencent à se plaindre de caractéristiques sémiologiques très particulières, les brûlures, les décharges et l'allodynie. Alors, l'allodynie, c'est une sensation qui habituellement n'est pas douloureuse et qui le devient, notamment au tact, mais aussi au chaud, au froid. Et effectivement, les traitements habituels de la douleur nociceptive ne marchent pas ou très mal. Et même les opioïdes, vous voyez, qu'on prescrivait à doses un peu plus élevées, ont été retirés, les opioïdes forts, des recommandations américaines il y a quelques mois, hein, parce que le rapport bénéfice-risque des opioïdes, d'une manière générale, dans la douleur chronique non cancéreuse, est mauvais. Donc, opioïdes forts et même opioïdes faibles, puisque finalement, la distinction en termes de tolérance n'est pas si élevée que ça, il vaut mieux éviter. Et puis, Xavier en a déjà à plusieurs reprises parlé pendant son exposé, il y a ce qu'on appelle maintenant les douleurs nociplastiques. Alors ça s'est appelé de plein de noms différents. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on appelait ça les douleurs dysfonctionnelles, ce qui était pas mal. Mais les associations de patients n'ont pas aimé, parce qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas dysfonctionnels, et après tout, pourquoi pas. Mais le fait d'appeler ça dysfonctionnel, c'était pas mal, parce qu'il faut comprendre que la douleur, c'est vraiment un mécanisme de balance. Normalement, vous êtes à peu près à l'équilibre. Pourquoi? Parce que vous avez des informations douloureuses qui sont filtrées, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient cutanées, musculaires ou viscérales. C'est les mêmes principes. Donc, au bout d'un moment, quand vous avez des douleurs chroniques, il se passe un certain nombre de facteurs qui déséquilibrent complètement la balance. Vous avez des phénomènes d'hyperalgésie, hein, c'est-à-dire que le neurone de la douleur finit par devenir hyperréactif et se solliciter lui-même alors qu'il n'y a plus de stimulation douloureuse. Hein, il est en, il est en, les anglo-saxons appellent ça le wind-up. Il s'auto-entretient. Hein, c'est le vent qui se lève et puis il devient hyper réactif. Et les deux grands mécanismes très faciles à comprendre et à expliquer aux patients d'inhibition douloureuse, qui sont le mécanisme du gate control que vous connaissez quand on stimule les grosses fibres du tact, hein, on inhibe la douleur. Donc, en termes d'appareil locomoteur, c'est assez simple. Hein. Quand vous faites une stimulation cutanée, un massage, eh bien, vous allez inhiber même le passage d'un flux douloureux assez profond. Hein, d'où l'intérêt de faire de la stimulation abdominale, par exemple. Hein. Pareil avec la stimulation, je vais vous montrer dans l'endométriose, l'utérus c'est assez profond. On peut faire de la stimulation abdominale qui va avoir cet effet de gate control. La meilleure façon d'activer ce système inhibiteur, c'est l'exercice physique. D'accord? Donc l'exercice physique, c'est une constante dans tous les types de douleurs chroniques, comme vous ayez une migraine, un MICI, un trouble fonctionnel intestinal, une fibromyalgie, tout ce que vous voulez, l'exercice, ça reste une ligne très forte. D'accord? Et le deuxième système inhibiteur qu'a évoqué Xavier, si on l'appelait comme ça, c'est ce qu'on appelle les voies inhibitrices descendantes qui sont cérébrales. Et donc, il faut expliquer aux patients, c'est pour ça que je trouve que la diapositive d'information était très bien faite, il faut expliquer aux patients que, grosso modo, c'est à la fois le sous-cortex, hein, le système limbique, le cerveau des émotions. Si votre cerveau des émotions est perturbé, si vous êtes anxieux, hein, un trouble anxieux, c'est 50% des douloureux chroniques, quelle que soit l'étiologie. Et une dépression, un état dépressif caractérisé, c'est un tiers. D'accord? Donc, si vous avez votre sous-cortex qui est super agité, hein, le système inhibiteur sous-cortical va dysfonctionner et le système cortical, celui des cognitions, hein, des représentations, j'ai mal, je ne vais jamais m'en sortir, ma famille m'aime plus, je vais perdre mon boulot. Hein, là, c'est pareil. Tout ça est en étroite interaction, hein, cortex, sous-cortex, le système médulaire et le système sympathique et parasympathique, tout ça interagit en permanence. Donc, vous voyez, si le patient, vous-même, vous êtes au clair avec ça, que la douleur, c'est une balance, vous ne pouvez pas traiter que le plateau gauche de la balance de l'hyperalgésie. Sinon, vous omettez l'autre plateau qui est celui des contrôles inhibiteurs, qui est extrêmement important, les deux contrôles inhibiteurs. Donc, quand vous avez un patient douloureux chronique, il faut traiter les deux plateaux de la balance et essayer de rééquilibrer tout ça. Sinon, le dernier cas, le cas 3 le montre très bien, vous rentrez dans tous les cercles vicieux de la douleur, c'est-à-dire la douleur avec l'hyperalgésie induite dont je vous ai parlé tout à l'heure, la douleur qui entraîne des insomnies, plus vous dormez mal, plus vous avez mal,
l'insomnie, qui majore l'anxiété, qui majore la dépression, et tout tourne. Hein. Et donc, le patient est coincé, et souvent le médecin aussi, et le patient a encore plus mal parce qu'il perçoit que le médecin est coincé. Donc, ce concept d'hypersensibilisation centrale, il est extrêmement intéressant. Hein. Vous voyez, il a été décrit par Yunus il y a une quinzaine d'années, et vous avez ça dans toute une série de syndromes qui sont caractérisés par le fait que, d'une part, vous avez des symptômes chroniques, et d'autre part, vous n'avez pas de lésion très bien identifiée. Bon, il peut y avoir une spondylarthrite avec une fibromyalgie, mais la composante, ou une Mickey avec des douleurs articulaires, mais la composante, on va dire, d'hypersensibilisation ne s'explique plus par des lésions. Hein, vous vous rappelez, c'est le plateau gauche de la balance d'hypersensibilisation. OK ? Et donc, finalement, au milieu de tout ça, au milieu de ce cercle, il y a l'apogée du syndrome douloureux chronique que vous connaissez, qui est la fibromyalgie, c'est-à-dire des gens qui ont mal partout, avec, dans les critères diagnostiques, toute une série de troubles somatoformes plus ou moins associés, le syndrome de l'intestin irritable, les jambes sans repos, les céphalottensions, la vessie douloureuse, et même des syndromes très voisins, hein, comme le syndrome de fatigue chronique, sans doute une partie des Covid longs. OK ? Donc, ce syndrome d'hypersensibilisation centrale, il se traite toujours à peu près de la même manière, hein, pour essayer de rééquilibrer, comme je vous l'ai dit à l'instant, les deux plateaux de la balance. On va y revenir. Donc, dans les cas qu'a présenté Xavier, vous voyez, les premiers cas, c'était vraiment de la nociception, de la détermination de la cause. On traite la cause, ça va mieux, on plie. Et puis à côté, dès que la douleur se chronicise et qu'il y a ces phénomènes d'hypersensibilisation, vous pouvez mettre 3 kilos de morphine. Ça ne marchera pas, à part que vous allez créer, et ça c'est très important, vous l'avez bien en tête, vous allez majorer l'hyperalgésie. OK ? Il y a ce qu'on appelle une hyperalgésie induite par les opioïdes, qui fait qu'en croyant bien faire, vous faites encore pire. OK ? C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, plus vous prescrivez d'opioïdes, et plus les gens ont mal. Et donc un médecin qui n'est pas averti, il se dit, il a encore plus mal, j'augmente les opioïdes, et vous avez encore plus mal, plus tous les effets indésirables des opioïdes, dont pour les Mickey, évidemment, il y a aussi tout le retentissement abdominal des opioïdes que vous connaissez mieux que moi. Du coup, je te relaisse prendre la main sur cette diapositive, Xavier. Non, ça c'était pour. Et j'avais juste une question. Oui. Opioïde pour un malade qui sort d'hospitalisation, il a eu une poussée, une chirurgie un peu douloureuse. Tu as une durée qui te dit à ne pas dépasser pour. Oui, il y a 2 chiffres à retenir. Opioïdes dans toute pathologie qui n'est pas le cancer, c'est pas plus de 3 à 6 mois maximum et pas plus de 120 mg par jour. Au-delà de ces 2 chiffres, vous induisez de façon quasi automatique les ennuis qui vont avec. OK, c'est pas la peine de monter si vous n'avez pas une réponse significative. Et vous voyez que ça va être tout l'intérêt de la suite de cette communication. Il faut penser à activer tout ce qui est traitement non médicamenteux dont tu as déjà parlé, Xavier. 3 à 6 mois, ça laisse quand même le temps de trouver la cause de la douleur quand on imagine qu'elle est organique et de la traiter. Donc ça va, 3 à 6 mois, ça vous laisse pas mal de temps et moins vous en prescrivez et moins vous avez de chance d'avoir les phénomènes d'hyperalgésie induite et de tolérance, puis de dépendance. Oui. 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 Ben, je te passe la parole, Xavier. C'est pas du tout mon. Alors, je ne sais pas la durée exacte pour parler de narcotique bowel syndrome, mais effectivement, c'est le fait d'avoir toujours mal, de monter les doses de morphinique et d'avoir en plus le retentissement sur le ralentissement de la motricité, des fois de la distension, une espèce de pseudo-obstruction médicamenteuse, et donc tous les effets viscéraux sur le transit. Et donc, on aggrave ce cercle vicieux, et en plus, comme tu l'as dit, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il faut se rappeler aussi, nous, que dans les anciens registres, notamment le registre TRIT d'infections sévères au cours des traitements, ce qui sortait en premier, c'était les morphiniques.
télémorphinique. Et donc, il y a une espèce d'immunodépression aussi qui, en plus de tout ce que tu as dit, majore le risque infectieux chez nos patients. Et le narcotique Bauer syndrome et le ralentissement de la motricité, des inhalations, des infections pulmonaires, etc., ça en fait partie. Donc, tout ça pour dire qu'on est très démunis. On est très démunis, on le sait, parce que vis-à-vis de ces patients chroniques et douloureux, on sait dans les enquêtes que plus de 50% des patients se tournent vers des médecines complémentaires, que ce soit des régimes, de l'hypnose, tout un tas de techniques d'acupuncture, etc., ce qui montre bien le désespoir qu'ils ont et l'incompétence qu'on a relative à les soulager. Et donc, parmi toutes celles-là, peut-être, Julien, tu vas nous dire ce qui est utile, ce qui n'est pas utile, ce qui est validé, ce qui n'est pas validé, et qu'est-ce que c'est vraiment que les médecines complémentaires en vrai. Alors, juste par rapport à votre remarque qui me paraît excellente, souvent, les paliers 2 ont bien meilleure presse que les paliers 3. Hein, comme si, avec le tramadol et la codéine, il n'y avait pas de souci. Mais pas du tout. Hein. Tout ce que je viens de décrire, ça se retrouve absolument avec la même fréquence avec les paliers 2. Bon, donc faut pas croire que du fait que les patients ont arrêté les paliers 3, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes s'ils sont mis à prendre du tramadol. Bon, alors, vous avez tous entendu cette multitude de termes qui fait les choux gras des médias qui adorent ce sujet, hein, avec l'idée que c'est un foisonnement de trucs invraisemblables et en fait, on mélange tout. Hein. Donc, il y a un certain nombre de termes qui quand même se dégagent. Bon, il se trouve qu'il y a un comité ministériel qui s'est mis en place en juin 2023 dont je fais partie, mais il y a aussi la Haute Autorité de Santé, l'INSERM, l'Académie de médecine et d'autres organismes de cette nature. Et on est d'accord sur ces grandes terminologies-là. Hein. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce qui est quoi. Alors, une thérapie complémentaire, c'est fait par un thérapeute, hein, quelqu'un qui s'intitule comme ça. Bon, et donc, elle peut être à la fois préventive ou curative. Hein. L'intervention non médicamenteuse, elle n'est pas forcément faite par un thérapeute. Par exemple, l'exercice physique, c'est une intervention non médicamenteuse qui, elle aussi, peut être préventive et curative. Si vous faites de l'hypnose, de l'auto-hypnose, vous pouvez le faire soit avec une application smartphone, et là, vous êtes dans le cadre d'une intervention non médicamenteuse, à visée préventive si vous le faites pour aller bien, et à visée curative si vous êtes très anxieux. OK? Et vous pouvez le faire aussi avec quelqu'un qui est un psychiatre ou un psychologue qui fait de l'hypnose. OK? Donc, intervention, c'est le terme large, générique. Et thérapie complémentaire, c'est quand vous faites appel à quelqu'un qui fait la thérapeutique. Et effectivement, c'est davantage, mais pas seulement, hein, recommandé, on va le revoir, dans le cadre des pathologies chroniques. Hein. Alors, la classification, il y en a plein. Hein, mais globalement, vous allez retrouver ce type de classification. Ce qu'il faut retenir, c'est le carré orange, hein, toutes les approches physiques, et le carré bleu, toutes les approches psychocorporelles qui sont, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous voyez que tout ça est quand même raccord, qui agissent sur les deux grands circuits inhibiteurs de la douleur. Hein, les approches physiques, hein, sur le gait control notamment, donc tout ce qui est approche, massage, exercice, rééducation, etc. Et puis les approches psychocorporelles, méditation, hypnose, yoga, tai chi, qigong, tous ces trucs-là. Vous savez que 20% des Américains font du yoga hein, maintenant. Hein. Donc, comme on a souvent dit, sous 20 ans de retard, et on finit par adopter les mêmes modes, parce qu'il y a des effets de mode, il faut dire les choses, faut appeler les choses par leur nom. Et puis, vous avez des systèmes, hein, c'est-à-dire que les représentations de la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine traditionnelle africaine, en termes diagnostiques et de prise en charge, de prévention et de curatif, c'est pas les mêmes. Hein, vous voyez, c'est un système différent. Et puis, vous avez tous les approches de traitement biologique naturel. Donc, oui, les approches bleues, psychocorporelles et orange, manuelles, de toute façon, ont toujours un intérêt potentiel. Alors, je vous ai pris 2 ou 3 exemples très simples. Je vous ai parlé tout à l'heure des stimulations transcutanées. Voilà un appareil qui est intéressant parce que finalement, quand vous êtes douloureux chronique, il y a plusieurs éléments qui vont pouvoir vous permettre d'aller mieux
dont le fait, et vous le savez bien, de vous autogérer, d'être dans une procédure que les psychiatres appellent maintenant le rétablissement, c'est-à-dire de faire mieux avec sa maladie. C'est pareil avec le diabète, l'insuffisance cardiaque, tout ce que vous voulez. Hein. Et donc le fait que vous soyez dans l'autogestion, que vous ayez compris tout ce qu'a dit Xavier sur le régime, sur l'exercice, et que vous puissiez pratiquer vous-même, c'est pas la même chose de faire soi-même de l'électrostimulation dont on a appris le bon usage et qu'on fait plusieurs fois chez soi, et ce que vous disent les patients, j'ai fait ce truc-là chez un kiné, ça m'a paru intéressant. On leur dit, bah, ça vous soulage de combien de temps? 1 heure. Bon, ils font ça une fois par semaine chez le kiné, ils vont aller mieux 1 heure par semaine. C'est pas beaucoup. OK? Alors que s'ils vont mieux 3 heures par jour parce qu'ils le font eux-mêmes 3 fois, c'est plus du tout pareil. Hein. Et en plus, ils vont pas chez le kiné en étant je vais chez quelqu'un, le kiné, l'ostéo, le chiropracteur, qui voulait, qui va me faire quelque chose, c'est moi qui ai un pouvoir d'influer sur mon devenir. Donc, c'est vrai que même des appareils très usités comme ceux-là, ce qu'il faut retenir, c'est que le niveau de preuve n'est pas très élevé. Hein, mais globalement, une des informations clés à retenir, c'est que ça peut très bien marcher chez certains patients. Je sais que Xavier veut m'interroger tout à l'heure, je ne sais pas si on aura le temps, sur le cannabis thérapeutique. C'est pareil, il n'y a aucun traitement qui marche chez tous les patients. Hein. Mais par contre, vous avez des sous-populations patients qui peuvent très bien répondre à ce type d'approche. Et c'est pour ça que dans les centres de la douleur, on va tester. Peut-être que dans 20 ans, on aura une approche prédictive. On dira, celui-là, il faut essayer méditation, TENS et stimulation électrique. Et celui-là, alors qu'il a les mêmes symptômes, ça va être 3 approches différentes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'on fait. On fait comme les psychiatres, on teste un certain nombre d'approches et on va voir comment le patient va s'en saisir. Il va s'en saisir parce que ça lui parle, parce que c'est applicable dans sa vie quotidienne. On a parlé de l'exercice. L'exercice, c'est un grand mot. Hein. Peut-être que vous allez décider de faire de la marche pour aller au boulot tous les jours et que vous allez aller à la piscine 1 fois par semaine. Ce qui compte, vous savez comme moi, c'est que ça soit mis en place. Il y a... Oui. Vous avez pas, parce qu'on sent bien qu'en fonction du profil un peu psychologique, d'historique du malade, ça va marcher ou ça va pas marcher. Vous n'avez pas, en fonction de cette évaluation-là, une orientation sur la technique et trier un peu. Si vous regardez les recommandations pour la fibromyalgie, par exemple, hein, les dernières, elles sont toutes concordantes alors qu'elles ne l'étaient pas il y a 10 ans. Hein, on dit information. Donc, information sur la maladie, compréhension, indication. 2, exercice. Et puis ensuite, c'est en fonction de la prédominance des symptômes. C'est-à-dire que si vous avez davantage d'anxiété, de troubles du sommeil, vous allez les privilégier, les approches psychocorporelles. Si vous avez davantage de douleur, vous allez privilégier les approches centrées sur la douleur. Et si vous avez une forme plus grave, avec une désinsertion et un retentissement physique important, une désinsertion socio-professionnelle, alors là, il faudra aller au niveau au-dessus des structures douleurs. L'autre intérêt de tous ces trucs-là, c'est que maintenant, vous voyez, ce qui limitait les patients, c'est les fils, les trucs, les électrodes qui se déplacent. Donc maintenant, il y a des appareils Bluetooth sans fil avec des électrodes qui collent bien. Alors, ça, dans le domaine de la neuromodulation, moi, c'est mon sujet de recherche principal. Il y a plein de trucs qui sortent. Alors, la stimulation magnétique transcrânienne, je vous ai mis l'appareil à 100 000 euros. Bon, vous avez des appareils russes, par exemple, hein, qui coûtent 4 000 euros. Vous avez juste une petite bobine hein, et vous faites une stimulation un peu au pif. La phase de dessus, avec des appareils qui valent une 50aine de 1000 euros, c'est que vous avez un système qu'on appelle de neuronavigation, c'est-à-dire que vous allez stimuler une zone précise, essentiellement soit le cortex préfrontal dorsolatéral dans la dépression, c'est la cible qu'utilisent les psychiatres dans la dépression, soit nous, on stimule plutôt le cortex moteur qui a une action antalgique. Et puis, ça, c'est la machine qu'on utilise dans le cadre de la recherche. Il y a un robot qui va suivre les mouvements de la tête du patient quand il bouge, qui se gratte l'oreille, parce que, évidemment, la cible que vous stimulez est extrêmement importante. Et si le patient bouge tout le temps et que vous avez une bobine tenue par un soignant, ben, l'efficacité est moindre. Donc, c'est pour vous dire que maintenant, la plupart des machines coûtent 20-30 000 euros. Ça, la stimulation du nerf vague, c'est très accessible. Ça coûte autour de 300 euros. OK ? Et ça, j'en parlais à Xavier tout à l'heure, c'est un casque de ce qu'on appelle de stimulation électrique transcrânienne. Nous, le premier casque qu'on a acheté, c'était il y a 15 ans.
il valait 20 000 euros. Ça ressemblait à un petit casque de vélo avec des électrodes. Vous allez faire la même chose que ça, sauf que les électrodes sont mis à l'intérieur d'un casque. Ensuite, on a acheté un autre appareil il y a 4-5 ans qui valait 4 500 euros. Et celui-là, qui est sorti très récemment, il coûte 495 euros. OK? Ça veut dire que vous pouvez, ils ont sorti ce laboratoire-là, ce matériel-là dans le cadre de la dépression. Hein, vous faites une stimulation du cortex préfrontal dorsolatéral, qui est une indication validée pour la dépression. Donc, vous voyez que c'est des systèmes qui se démocratisent et que l'idée, vous voyez, c'est de tout à fait ce que je vous ai raconté tout à l'heure, hein, d'appuyer sur un des circuits inhibiteurs, les circuits inhibiteurs descendants, d'accord, de moduler la douleur. Alors, la thérapie alternative, c'est complètement autre chose, hein, et ça, que ce soit la thérapie ou le recours alternatif à une technique, ok? Donc là, vous aurez des patients qui sont là-dedans, c'est-à-dire qui quittent le système conventionnel pour faire tout et n'importe quoi, ok? Si je prends l'exemple de la méditation, vous voyez que la méditation en soi, c'est ni blanc, ni noir, ni gris. Hein. Ça peut être fait par un psychiatre diplômé, ça peut être fait avec une application de smartphone et ça peut être fait par un gourou dans la Creuse avec une femme seule en situation de danger. Donc voilà, il faut voir qui fait quoi comme thérapeutique, avec quel diplôme, combien ça coûte et dans quel environnement. C'est les 5 questions à se poser. Vous voyez? Oui. Alors, tous les jours, on me demande qu'est-ce qu'est quoi, qu'est-ce qu'est la microkinésie mitochondriale. Je ne sais pas, bien sûr. Hein. Je ne sais pas vous répondre. Hein. Donc, je pose les 5 questions. Hein. Qu'est-ce que c'est que la technique? Donc, vous regardez. Hein. Moi, par exemple, on m'a fait évaluer un protocole tout à fait sérieux de gong thérapie dans un cadre périopératoire de chirurgie cardiaque. J'ai regardé la littérature, il y avait des essais randomisés contrôlés. Kinésiologie, il faut que vous alliez regarder s'il y a des essais, est-ce qu'il y a de la recherche, qui le fait, est-ce que c'est un professionnel de santé ou pas. Vous savez que par exemple, la méditation, l'hypnose, la sophrologie, c'est pas protégé. Vous pouvez, il y a des rapports INSERM sur les thérapies complémentaires. Regardez, ils sont accessibles très facilement. Parce que j'ai reviewé le rapport INSERM, le dernier sur la sophrologie, et puis j'ai appris que vous pouvez être sophrologue à 15 heures. Il y a des formations à 50 euros, 3 heures. Et donc, vous voyez que vous appelez ça de la même manière qu'une infirmière de chez Xavier ou de chez moi qui a fait un diplôme universitaire en 3 ans, vous voyez, et qui est professionnel. Donc, vous donnez le même nom à quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, 1, la technique. 2, le professionnel. 3, le diplôme. 4, le coût. Combien on vous fait payer ça? Et notamment à Paris, hein, parfois, ça peut atteindre des sommes astronomiques. Et 5, le cadre. Évidemment, dans un cadre de clinique ou d'hôpital, c'est un peu plus sécurisé. On voulait aborder aussi un autre type de douleur. C'est par exemple ce patient-là qui a été opéré d'une maladie de Crohn sténosante une première fois en 92. Il a eu du Pentasa. Il a été réopéré pour une atteinte courte en 2001. Il a eu de l'azatioprine. Et puis il a eu une troisième résection en gros 10 ans après pour une nouvelle sténose courte. Il a eu de l'adalimumab. Et en fait, sa maladie va très bien, elle est contrôlée, mais il se plaint de douleurs chroniques, de ballonnements. Il a eu de multiples explorations, le scanner, l'IRM, l'endoscopie, tout est normal. Ça, c'est des malades qu'on a parfois. Et donc, on voulait aborder avec toi les problématiques des douleurs post-opératoires. Alors évidemment, il faut faire un bilan morphologique pour vérifier qu'il n'y a pas une complication mécanique évidente. Une sténose, une hernie interne, petite éventration, etc., qui peuvent contribuer, mais bien souvent, on ne trouve rien. Et toi, est-ce que tu as des trucs, des techniques qui marchent mieux que d'autres? Et pour revenir à ce que tu disais avant sur la stimulation transcrânienne, tu as une idée je passe du coq à l'âne, hein, mais c'est une question que je voulais te poser. Ça marche chez quelle proportion de malades et en combien de temps tu attends un effet avant de dire on arrête, ça marche pas? C'est quoi la pratique quotidienne de ces stimulations transcrâniennes qu'on ne fait pas, qu'on ne connaît pas, mais que peut-être certains patients pourraient en bénéficier?
Alors, je ne sais pas si vous avez envie qu'on passe trop de temps sur la stimulation transcrânienne. Je pense que c'est des techniques qui vont se démocratiser rapidement et qui me semblent intéressantes parce que non invasives. Mais grosso modo, actuellement, on a à peu près allez, entre 50 et 70% des patients qui sont améliorés d'au moins 30%. Mais c'est parce qu'on a des patients rebelles. OK? Donc évidemment, les psychiatres vont vous dire ça, hein, tout dépend où on met le curseur. Soit vous prenez en charge des patients douloureux chroniques rebelles ou des patients déprimés rebelles qui ont résisté à des traitements antidépresseurs, et dans ce cas, forcément, votre taux de réponse va être plus faible. Soit la question, c'est est-ce qu'on va développer cette technique beaucoup plus en amont? Certains l'utilisent dans la migraine, OK? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est par exemple pour la stimulation magnétique, c'est intéressant, je te remercie de poser la question, c'est exactement comme les cannabinoïdes. Vous voyez, là, il y a maintenant l'expérimentation cannabis thérapeutique se poursuit, mais on a les premiers résultats sur plusieurs milliers de patients, et notamment dans une des indications, parce qu'il y avait épilepsie, spasticité, douleurs neuropathiques et soins palliatifs. Donc, moi, je fais partie de ceux qui ont travaillé sur la douleur chronique. Eh bien, on a une proportion limitée, hein, de l'ordre de 30% des patients qui répondent très bien. OK? Et donc, l'idée, c'est pas de mettre tout le monde sous cannabis thérapeutique, c'est certainement ce qui va être proposé par les autorités, c'est qu'on fait une période test d'un mois, un mois et demi, 2 mois. Soit ça marche vraiment et on poursuit, soit ça marche pas et on arrête. Vous voyez, la RTMS, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'au bout de 5 séances, on sait que 5 séances. Donc, on fait en général des protocoles d'une dizaine de séances, hein. Du lundi au vendredi, les patients viennent en ambulatoire, on leur fait un petit coup de bobine. Alors, si ils ont des appareils de casque, ça va être pareil. Au bout de 5, 6 séances, on sait si ça marche, hein. Si au bout de 5 séances, on n'a aucun effet, c'est pas la peine de continuer. Vous voyez, parce qu'il y a aussi le fait que le recours à cette technique est limité. C'est pas la peine de cramer des créneaux que vous proposez à un autre patient qui pourra en tirer bénéfice. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas besoin de faire 100 séances pour savoir si ça va marcher. Mais ça ne veut pas dire que ça marchera jamais chez le patient, parce que ça dépend, vous savez bien, c'est comme toutes les techniques de l'environnement, hein. Et puis, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que, vous voyez, si on prend l'exemple beaucoup plus invasif des stimulations médulaires, hein, ça, c'est très intéressant. On sait que ça marche bien dans toute une série de douleurs neuropathiques. Eh bien, si vous faites la stimulation médulaire à un moment où le patient n'est pas prêt, où il est trop déprimé, où il n'a pas bien compris, vous diminuez de façon drastique l'efficacité de la technique, hein. Donc, vous ne traitez pas qu'une douleur, vous traitez un patient. Et par ailleurs, on a très bien montré que traiter la douleur ne remettait pas les gens dans une qualité de vie forcément excellente ni au boulot. Donc, il faut avoir cette approche holistique. Et chez un malade Oui, justement qui n'est pas disposé parce qu'il n'est pas dans une situation psychologique oui. familiale et autres, vous les conditionnez à ce que ça marche mieux avec, par exemple, je sais pas, une approche psychologique, un projet ou quelque chose qui accompagne le truc. Exactement. Hein, si vous sentez que le patient est pas prêt, c'est pas la peine de lui faire une technique que vous allez plomber. OK? Il faut le préparer. On fait un travail sur le contrat, l'acceptation, hein, ça c'est une thématique très forte en douleur chronique, hein. Ne plus être dans une attente miracle d'aller parce que aujourd'hui c'est le cannabis thérapeutique, demain ça sera autre chose. Les gens sont en attente de trucs miraculeux, hein. Vous savez comme moi, hein. Donnez-moi quelque chose de plus de ce que je prends déjà. Là, je vous ai parlé de l'hyperalgésie induite par les opioïdes, mais on a plein de médicaments qui sont responsables. Bon, bah, il y en a plein, ceux d'entre vous qui sont migraineux se reconnaîtront, les triptans, etc., où, à force de prendre médicaments, vous allez beaucoup plus mal que si vous les arrêtez, hein. Donc, la préparation, un terme que vous connaissez bien, du patient est très importante pour rendre le traitement efficace, hein. Et le patient acteur, tout ça, ça paraît du blabla, mais c'est vraiment un travail très important qu'on fait, hein, plutôt que de fusiller comme ils font régulièrement les pistes. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché, j'ai essayé ça. Finalement, plus personne ne sait quoi faire pour moi. Bah, on reprend, nous, des trucs de base qui n'ont pas été suffisamment bien travaillés ou investis. Oui. 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 Oui.
Absolument. Toutes ces techniques, hein, il y a une stimulation champ possible. Alors pour les TENS, c'est plus difficile puisque vous faites, ça déclenche des petites fourmis, hein, ok? Mais par exemple, la stimulation magnétique, on fait des bobines CHAM. On peut faire même un double aveugle, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, hein, la stimulation. Vous voyez, par exemple, nous, on a un protocole de stimulation électrique, le petit casque, dans les soins palliatifs. Ni l'opérateur ni le patient ne savent si c'est actif ou CHAM. Un CHAM, c'est la technique placebo, c'est-à-dire, hein, et vous faites en sorte pour que la stimulation placebo ressemble à un traitement actif. Voilà. On termine rapidement avec ce diaporama, qui est un diaporama de synthèse. Alors, ça, c'est la version scientifique de Xavier. C'était une revue juste pour dire que toutes les techniques qui ont été décrites ont un niveau de preuve finalement différent entre l'avis d'experts, l'essai contrôlé randomisé. Quand on regarde cette figure issue d'une revue de Goethe qui se présente un peu comme une heatmap en biologie, où on va avoir toutes les techniques qui ont été essayées dans des essais randomisés ou des cohortes prospectives avec des effets positifs à gauche, des effets négatifs à droite sur un certain nombre. Il n'y a pas que la douleur, il y a le syndrome inflammatoire dans les Mickey, la cicatrisation endoscopique, la qualité de vie. Vous voyez qu'en fait, se dégage pas un niveau de preuve très fort pour privilégier une technique par rapport à une autre. Donc il y a encore beaucoup de travail, mais ça appuie quand même tout ce que tu as dit sur le fait que c'est quand même une prise en charge multidisciplinaire, un peu comme la médecine holistique dont Anne va nous parler en fin de journée, et que pour ces patients très compliqués, il faut savoir les prendre en charge de façon collégiale, multidisciplinaire, et probablement qu'on ne vous adresse pas assez ces patients-là, peut-être par des problèmes d'accès, d'embolisation, vous avez beaucoup de malades d'oncologie, de rhumatologie, etc. Mais on voit qu'il y a quand même un nombre de malades qui pourraient bénéficier de votre approche, puisque en fait, ça demande des moyens qu'on n'a pas, il y a un problème de remboursement, il y a un problème de prise en charge, et puis là, je te laisse... Alors là, je suis vraiment absolument d'accord avec ce que vient de dire Xavier. Nous, on est demandeurs. Pourquoi? Parce que les services de la douleur sont, alors embolisés, je ne sais pas si c'est le terme, on a beaucoup de patients avec des parcours de vie extrêmement compliqués, qui ont des fibromyalgies très sévères. Et comme les techniques, je vous ai parlé, même l'approche pluridisciplinaire, si vous partez de très très loin, vous avez une fibromyalgie hyper sévère, que vous avez été violé dans l'enfance, que vous bossez plus depuis 20 ans, bon, vous pouvez y aller, même à une équipe de 20 personnes, on va gagner en qualité de vie, parfois un peu en boulot, mais c'est pas pareil. Donc, moi, je pense qu'il faut équilibrer la patientèle de ces centres avec des patients migraineux, avec des patients qui ont des Mickey, parce que je dis pas que leur parcours de vie est toujours limpide, mais vous voyez, j'avais été visiter des services de médecine intégrative, par exemple, en Allemagne. Ils mélangent les patients. Vous voyez, ils mettent des patients cancéreux avec des polyarthritides, des Mickey. Et puis, les gens se regardent les uns les autres en voyant qu'il y a des pistes communes. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais. C'est un peu la stigmatisation et un peu la honte que ces patients ont là, parce qu'ils ont eu une maladie active avec de l'inflammation de leur côlon, et c'est au moment où justement ils sont considérés comme cicatrisés, Ben oui, consolidés, ben oui. ils ont des symptômes et ils sont un peu Ouais. culpabilisés. Et en fait, Ouais. vos structures permettraient peut-être de les Mm. déculpabiliser de leurs symptômes et de les Mm. prendre en charge comme une vraie maladie réelle, alors qu'on leur fait trop, on leur renvoie trop l'image de ça devrait aller, votre maladie va bien. Complètement. Moi, je pense que je vais recruter, enfin, je vais essayer de recruter Xavier, qui a quand même beaucoup compris plein de choses dans cette histoire-là. Quand vous avez un Mickey sous biothérapie ou une spondylarthrite, que vous êtes, voilà, vous êtes reconnu ALD, hein, et puis qu'un beau jour on vous dit votre maladie elle est équilibrée, vous êtes passé du côté de la fibromyalgie ou de l'hypersensibilisation, allez voir ailleurs. Vous voyez le choc pour le patient. Il n'intéresse plus le spécialiste et on se débarrasse de lui. Donc c'est terrible. Alors qu'effectivement, il faut leur montrer que c'est pas parce qu'il n'y a plus une thérapeutique active de la Mickey au sens biologique du terme qu'il n'y a pas des choses très intéressantes à faire. Donc voilà, ça c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé 2008. Et quand vous avez un diagnostic difficile de syndrome douloureux, quand c'est sévère, quand il y a un retentissement important,
Hein, je discutais avec Xavier un article 51 dont on a obtenu l'accord. C'est très long. Hein, il nous a fallu 3 ans pour obtenir l'accord des tutelles ARS, CPM, CNAMS, etc. On va mettre ça en place en 2024 chez nous. L'idée, si vous partez du principe qu'il y a 10 millions de patients douloureux sévères en France, hein, il y a un tiers de la population française a des douleurs chroniques et parmi ceux-là, il y en a un tiers qui ont des douleurs sévères qui pourraient relever d'un centre de la douleur. Or, on n'en prend en charge que 400 000. Vous voyez, ça fait, je ne sais pas combien, 5%. Hein. Donc, l'avenir des patients douloureux n'est pas dans les centres de la douleur. Nous, on est des centres d'expertise et on est là pour venir en appui. Donc, l'idée de cet article 51, c'est de former des acteurs de la douleur qui sont en lien avec le centre de la douleur, mais beaucoup plus réactifs et beaucoup plus tôt. Les gens viennent chez nous, ils ont 10 ans de douleur moyenne. OK ? Donc, c'est les patients qui sont lourdement handicapés et difficiles à mobiliser. L'idée, c'est aussi d'aider beaucoup plus vite les gens qui décrochent. Et les gens qui décrochent, on le sait, ça tourne autour de 3 mois. Hein. Quand vous avez un décrochage à 3 mois et que vous installez dans la chronicité, hein, ce chiffre de 3-6 mois, il a vraiment un sens. Hein. Alors, il faut essayer d'activer, à défaut d'une structure douleur, une prise en charge pluridisciplinaire. C'est-à-dire que si vous êtes juste dans l'approche de l'organe, ça ne va plus parce que vous n'avez pas la prise en compte de tous les facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, l'article 51, c'est de former hein, des soignants qui sont en ligne directe dès 3 mois, 2-3 mois d'évolution avec les médecins de soins primaires et secondaires, et puis de proposer un panier de soins gratuit hein, sur le principe des soins de support. Les soins de support en cancéro, c'est astucieux. Hein. C'est des soins que vous mettez à disposition gratuitement, qui ne sont pas centrés sur la maladie du cancer, mais sur tous les symptômes de l'environnement du cancer. Hein, et qui améliorent la qualité de vie, puisque les patients vous disent le cancer, ça a été génial, on m'a fait la chirurgie, le truc, la radiothérapie, mais par contre, j'ai toujours autant de mal à dormir, je suis anxieux, j'ai du mal à retrouver du boulot. C'est ça les soins de support et c'est pris en charge. Oui, il faut qu'on s'arrête. Voilà. Donc voilà, bah, c'était la dernière diapo de Xavier qui reprend tout ce qu'on vient de dire. Hein. Oui. Euh, ce que je peux te dire, c'est que les patients qui viennent chez nous, qui ont 10 ans d'évolution, ils disent qu'ils ont tout essayé et que rien ne marche et qu'on reprend les mêmes, on recommence différemment. Par exemple, la Roxil, ils nous disent, moi, je ne supporte Tramadol. Ils nous disent, on m'a prescrit 100 mg x 2, j'ai vomi, je ne supporte pas le Tramadol, on reprend à 50, tu vois. Donc, il ne faut pas prendre pour argent comptant, j'allais dire, ce que te dit le patient quand il dit que ça ne marche pas. Tu vois, sinon, ils nous disent, le TEN, ça ne marche pas, j'ai déjà essayé. On reprend et puis on le fait correctement. Donc, la titration, le temps de trouver une efficacité, c'est particulièrement vrai avec les antiépileptiques, les antidépresseurs. Si vous arrêtez le traitement au bout de 10 jours, ben, vous n'avez pas le temps d'avoir un effet. Donc, merci pour ta question, c'est exactement ça. Hein. Vraiment qu'on vous libère pour la pause. On va vous remercier de votre présence. Merci pour ces efforts.